Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La position américaine en faveur de la levée des brevets sur la production de vaccins anti-Covid-19 continue de faire des vagues. Pour l'administration américaine, c'est un moyen de favoriser l'accès aux vaccins pour tous, notamment pour les pays pauvres, mais ce point de vue est loin d'être partagé par d'autres puissances, comme l'Allemagne par exemple, mais surtout par les laboratoires producteurs de ces vaccins. Coronavirus et démocratisation des vaccins, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit d'Abdallah Badou, il est professeur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, également secrétaire général de la Société marocaine d'immunologie. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, tout d'abord, comme le prétend l'administration américaine, pensez-vous que le fait de lever donc, les brevets sur ces vaccins, sur ces formules magiques des vaccins, permettra réellement de démocratiser donc, l'accès aux vaccins? Oui, là on parle d'une proposition qui a été faite mercredi dernier par le président américain Joe Biden et qui suggère une levée des brevets, une levée au moins provisoire et temporaire des brevets sur les vaccins. Bien évidemment, c'est une proposition qui est alléchante et elle peut être très intéressante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à travers le monde à la production de 3,5 milliards de doses de vaccins annuels. Et en fait, pour arriver à l'immunité collective mondialement, on a besoin d'une production d'environ 11 milliards de doses pour que tout le monde soit servi à travers le monde. Donc ça va être long si l'on attend juste la production qui est faite uniquement par les laboratoires concernés. Donc effectivement, c'est une proposition qui est très intéressante, qui est très alléchante, très attirante. Maintenant, sa mise sur le marché risque d'être un peu difficile. L'autre raison qui est vraiment cruciale pour les pays développés, les pays riches pour penser à ça, c'est que nous avons besoin d'immunité collective qui soit globale et mondiale, parce que ce qui risque avec cette fossé qui se creuse entre les pays riches et les pays en voie de développement, c'est qu'on va atteindre l'immunité collective dans les pays riches et on sera loin de l'immunité collective dans les pays en voie de développement et les pays pauvres. Et ce qui va arriver, c'est que, comme vous le savez aujourd'hui, le monde est un monde très petit. Donc, les gens continueront à circuler. Finalement, les pays riches seront vaccinés, mais ils ne seront pas protégés en quelque sorte, parce que le virus continuera de circuler et de ce fait, leurs efforts ont été partis en vain. Et donc, c'est pour cela que c'est important pour eux de penser à une stratégie globale comme vous avez bien dit, une démocratisation de la vaccination pour avoir un accès global à la vaccination. Au vaccin. Alors, comment comprenez-vous la réticence ou l'opposition de certains pays, mais surtout donc des laboratoires pharmaceutiques? Oui, mais ça c'est tout à fait naturel, c'est normal, parce que lorsqu'on voit l'investissement que les laboratoires font, c'est des investissements, ils attendent un retour sur investissement, ils dépensent énormément d'argent, notamment par rapport à la façon dont ces vaccins ont été conçus. C'est qu'il y a eu la production des vaccins de manière extrêmement importante avant même qu'on sache si le vaccin est réellement efficace et qu'il est safe, c'est-à-dire qu'il est sûr. Et du coup, on a perdu beaucoup d'argent, enfin on a dépensé énormément d'argent, et bien évidemment ces laboratoires veulent donc avoir un retour sur investissement. De l'autre côté, ce que l'opinion publique annonce, c'est qu'il y a eu une injection également de l'argent public à travers, donc vis-à-vis de ces laboratoires. Et donc il y a une discussion assez complexe. Est-ce que le vaccin est devenu un bien public ou c'est resté donc un bien qui est propre aux sociétés? Mais bien évidemment, les sociétés pharmaceutiques, c'est une réaction naturelle et bien sûr, ils veulent garder ces brevets pour protéger leur invention. Et c'est comme ça que la recherche scientifique, notamment au niveau des boîtes de biotechnologie qui investissent dans l'invention
des nouveaux médicaments, c'est comme ça que ça marche, avec un retour sur investissement. Et dans ce cas, c'est vrai que ça serait pas le cas si jamais c'est appliqué, mais même si pour moi, ça me semble assez complexe de passer à la pratique. Donc, c'est tout à fait normal de voir cette réaction de la part des sociétés pharmaceutiques. Justement, vous disiez que ça semble assez complexe de passer à la pratique. Selon vous, si une fois ces brevets sont levés, en termes de temps, combien peut-être faudrait aux autres pays ou aux laboratoires d'autres pays de s'approprier ces formules et de les mettre en pratique et de produire leurs vaccins? En fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la levée des brevets. Il faut voir juridiquement comment cela peut se dérouler. Et encore faut-il que ces laboratoires acceptent de donner pas uniquement la formule écrite, mais il y a ce que j'appellerais moi des astuces. Lorsqu'on est au laboratoire, il y a des astuces pour réussir la recette. Vous savez, il y a des recettes, mais il faut en même temps des astuces pour réussir ces recettes. Et maintenant, il va falloir également faire un transfert de technologie vers ces pays-là qui comptent commencer la production de ces vaccins et une production massive. Donc d'abord lever des brevets, puis un transfert de technologie et puis travailler sur une éventuelle, donc former ces pays-là pour une production massive localement. Donc ça risque, c'est difficile de savoir exactement combien de temps ça pourrait prendre, ça va dépendre des pays, mais ça risque de prendre un peu de temps. Mais si jamais ça arrive, bien évidemment, c'est très bénéfique pour les pays en développement parce qu'ils auront leur infrastructure qui est mise en place et en marche. Et c'est vrai que ce serait très bénéfique, extrêmement bénéfique parce qu'elles seront prêts également pour des éventuelles pandémies futures si le transfert de technologie est fait et que l'infrastructure est bien mise en place localement. Mais pensez-vous réellement aujourd'hui que ces pays sont prêts à pouvoir s'approprier donc ces formules et à pouvoir produire leurs vaccins? Aujourd'hui, au regard de... Si on prend le cas de l'Afrique, où on a à peine 5 pays ou 6 pays qui disposent d'une industrie pharmaceutique digne de son nom, pensez-vous que cette démocratisation dont on parle ne serait peut-être pas après l'apanage de quelques pays parmi ces pays en développement-là? Non, mais je pense dans ce cas, il va falloir penser, moi c'est comme ça que je vois la chose, il va falloir penser à la formation d'un consortium, c'est-à-dire une sorte de collaboration entre les pays. On n'est pas obligé d'avoir ces infrastructures et ces centres ou ces structures mises en place partout en Afrique, dans tous les pays. Mais si, comme vous avez dit, si nous avons 5 pays, par exemple, on peut imaginer l'Afrique, les 5 régions de l'Afrique. Si nous avons un pays dans chacune des régions de l'Afrique dans lequel il y a l'infrastructure, mais les autres pays vont collaborer et former un consortium avec ces pays, c'est déjà excellent si on arrive à mettre en place une telle idée et une telle proposition. Je pense que c'est comme ça que ça pourrait marcher. Un pays dans chacune des 5 régions de l'Afrique, ce serait excellent. Et je pense qu'effectivement, nous avons en Afrique, pas tous les pays, comme vous avez bien souligné, mais il y a des pays qui peuvent recevoir ce genre et mettre en place ce genre d'infrastructure. Non, il y a des pays qui ont la capacité de le faire, bien sûr, pas tous. Je pense que le Maroc devrait faire partie de ces pays puisque le Royaume est cité en exemple en termes donc d'industrie, de développement de son industrie pharmaceutique. À ce propos, il était question d'un transfert de technologie entre Sinopharm, donc le fabricant chinois, et certains laboratoires pharmaceutiques marocains. Pensez-vous aujourd'hui que cela est toujours d'actualité et que c'est possible de voir un vaccin made in Morocco peut-être sous peu ou dans les années à venir? Oui, non, mais ça c'est effectivement, comme vous avez bien souligné, c'était l'idée initialement entre la société Sinopharm, la société chinoise, et Sotema, la société pharmaceutique marocaine, et c'était l'idée. Mais là, je pense qu'on parle de quelque chose d'un peu plus poussé, parce que si j'ai bien compris, Sinopharm n'allait pas céder son brevet, il allait juste utiliser, concéder son savoir-faire à la société marocaine, mais pour vraiment réaliser la production
un peu avancé. Mais là, on parle de quelque chose d'un peu différent. On parle carrément de céder le brevet, c'est-à-dire divulguer, démasquer les recettes et permettre à tout un chacun, là où il veut, de fabriquer et de produire son vaccin comme il le souhaite, au moins temporairement. Et c'est un peu différent. Mais oui, je suis d'accord avec vous que le Maroc est bien prêt. C'est parmi les pays en Afrique qui seront vraiment prêts à utiliser éventuellement cette formule pour produire le vaccin localement. Et bien évidemment, vous imaginez si le Maroc le fait, il ne va pas se contenter de servir que son propre pays, il va servir également les pays de la région et voire toute l'Afrique. Et c'est comme ça que je vois la chose. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement le vaccin et ses infrastructures mises en place partout en Afrique, mais quelques pays, je pense que c'est déjà suffisant pour servir et donc collaborer avec le reste de l'Afrique. Mais en termes de recherche scientifique, professeur Abdallah Badou, aujourd'hui, depuis le début du Covid-19, on a vu pas mal de formules appliquées par-ci et là. Globalement, sur le plan continental, par exemple, vous faites partie des immunologues sur le continent. Comment évolue la recherche? Comment évolue aussi? Est-ce qu'il y a des découvertes? Est-ce qu'il y a des choses palpables qui sont locales et qui permettraient peut-être de contribuer à cette recherche donc, de vaccins sur le continent? Oui, c'est sûr, cette pandémie a donné un coup de pouce à la recherche scientifique, notamment au Maroc. Et oui, effectivement, il y a pas mal d'initiatives dans ce sens. Et je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles dans les mois, dans les années à venir. Et je pense que la façon dont on pense et dont on réfléchit actuellement, ce n'est plus uniquement par rapport à cette pandémie, parce que par rapport à cette pandémie, la recherche scientifique, vous savez, c'est quelque chose qui se fait à moyen terme et à long terme, mais on pense aux années futures, on doit être prêt pour pallier à ce genre de pandémie dans le futur, et je pense que le Maroc est sur la bonne voie. Il a pris pas mal d'initiatives. Je pense qu'il y a pas mal de fonds qui sont utilisés, qui sont distribués dans cette voie. Bien évidemment, il y a encore quelques ajustements que nous aurons besoin de faire pour accélérer la procédure, parce que c'est ça la recherche scientifique, c'est surtout la rapidité. La rapidité, quand je dis la rapidité, je parle logistiquement, la réception des réactifs, la réception des équipements, ça doit être très fluide et très souple. Mais je pense que le Maroc est sur la bonne voie. Et je pense que dans les mois, voire les années futures, on va faire, Inch'Allah, une bonne avancée en ce terme. Et j'espère, et c'est ça le plus important, qu'on ait les structures et les infrastructures qu'il faut pour être prêt. Vous avez bien vu ce qui nous est arrivé dans cette pandémie. On dépend des autres et c'est ça le plus important. Il faut qu'on soit en Afrique, au Maroc, mais également en Afrique. Il faut qu'on soit indépendants pour produire nos propres vaccins, pour produire nos propres kits de diagnostic, de pronostic. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir, et toujours à moyen terme et à long terme, parce que c'est comme ça que l'esprit de la recherche scientifique et la culture de la recherche scientifique se déroulent. Donc une autonomisation ou une autonomie sur le plan médical. Alors, mais cela suppose aussi la présence de moyens sur ce plan-là. Vous, à votre niveau, vous faites pas mal de plaidoyer dans ce sens. Selon vous, qu'est-ce qui manque en termes de moyens? Est-ce les financements? Est-ce la disponibilité de la ressource humaine ou l'accès à la matière elle-même? Écoutez, c'est assez complexe. La recherche scientifique est formée de plusieurs composantes, et toutes ces composantes doivent aller en pair pour que ça fonctionne bien et pour que ça soit fluide. Je pense que le Maroc a fourni énormément d'efforts en matière de budget, en matière d'argent. Il va falloir qu'on réfléchisse comme les pays développés. L'argent d'un chercheur n'émane pas uniquement de l'État. Il y a plusieurs organismes, donc on doit apprendre à rédiger des projets de recherche et donc drainer des fonds à l'international, et ça marche assez. Donc ça, d'une part, mais je pense que le Maroc a fait pas mal de progrès
là-dessus. Vous avez souligné un point extrêmement important, vous avez souligné un point par rapport à la matière première, et ça c'est extrêmement important. Contrairement à d'autres types de recherches, la recherche en sciences de la vie, en sciences de la santé, nécessite des réactifs. Et ces réactifs, vous savez, pour être un peu plus simple et vous approcher un peu du schéma, quand vous faites des expériences, vous allez faire la première expérience, ça va vous prendre 2 semaines ou 3 semaines, et si jamais un des produits n'a pas marché, vous devez rapidement commander un autre produit. Et vous ne pouvez pas attendre 3 mois ou 4 mois pour recevoir un autre produit, sinon votre expérience, votre manipulation va tarder. Donc la rapidité est extrêmement importante. Et c'est comme ça, moi j'ai vécu aux États-Unis dans des laboratoires de recherche pendant 8 ans, et parfois, quand on est pressé, le matin, on demande un produit, l'après-midi, on l'a. Et c'est cette rapidité, je donne cet exemple-là pour comprendre la rapidité. C'est cette rapidité dont on a besoin. Lorsqu'on va atteindre cette rapidité en matière de réception de réactifs, en matière de réception d'équipements, ben on va être au même pied d'égalité avec les pays qui sont bien développés par la recherche. Du point de vue personnel, bien évidemment, on a toujours besoin de personnel, on a besoin de personnel qualifié, mais je pense qu'on a déjà une masse assez importante de personnel qui peut réaliser des choses intéressantes. Bien évidemment, il va falloir également progresser en matière de chercheurs qualifiés et ouvrir également, à mon sens, la porte à des chercheurs étrangers, parce qu'il n'y a que comme ça que la recherche peut avancer. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche en Chine, au Japon, partout au monde. La recherche, c'est international. Ça ne peut pas se faire que par des nationaux. Merci beaucoup, Abdallah Badou. Je rappelle que vous êtes professeur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, également secrétaire général de la Société marocaine d'immunologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sidi Omar, pour l'invitation. Merci, au revoir. Merci. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver nos contenus d'information sur medianews.com et sur notre application également que vous pouvez télécharger sur smartphone. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.